du Partech Shaker. Donc, effectivement, avant le Covid, on était en présentiel au Partech Shaker dans Paris 2e, le Partech Shaker qui est un campus de start-up créé par Partech en 2014 pour héberger des startups à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de bureaux flexibles, pas de station F, pas de WeWork à l'époque, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans une nouvelle ère, surtout avec le Covid, donc on a toujours des bureaux parce que les startups ont tout de même besoin de bureaux, mais on a une offre beaucoup plus flexible pour les personnes qui ont besoin de se réunir de temps en temps ou de télétravailler la plupart du temps. Enfin, bon, c'est la nouvelle époque. Et donc ces petits webinaires, désormais, qu'on essaye de suivre, on essaye de suivre un rythme de au moins une fois par mois ou deux si possible. Donc aujourd'hui, relations presse pour les startups. Alors les spectateurs ou participants, si vous avez converser, vous pouvez nous dire par exemple si vous êtes dans des startups actuellement, si vous gérez des relations presse actuellement ou pas, si vous avez l'intention d'en faire, comme ça on pourra déjà un peu mieux vous connaître. Et en attendant, on peut commencer par les présentations. Donc Johanna et Géraldine, vous voulez démarrer par vous présenter. Avec plaisir. Pour ma part, du coup, Géraldine Russel, je suis journaliste chez Madines. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un média en ligne dédié à l'innovation et aux startups françaises. Moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai rejoint Madines et avant, j'ai été journaliste au Figaro Économie pendant 4 ans sur la partie .fr, donc uniquement sur Internet. Et pour ma part, je suis donc enchantée tout le monde, merci de votre présence. Je suis Johanna Kirk et je travaille dans les relations presse, donc j'ai ma propre boîte. Je travaille avec des fonds d'investissement, des startups, des structures community building en France, à l'étranger. Je suis basée sur Paris. J'ai aussi un profil d'entrepreneur puisque j'ai cofondé Startup Sésame qui travaille donc notamment sur les événements tech et un profil, on va dire, plus communauté et engagé avec Starter et Tech Foodies, donc pour encourager plus de diversité dans le milieu de la tech. Voilà. Donc Super. Merci pour l'invitation, Isabelle. Mais de rien. J'en profite pour me présenter aussi. Donc, je travaille pour Partech et le Partech Shaker à la communication et aussi aux relations presse. Voilà, moi aussi, j'envoie des communiqués de temps en temps à Géraldine ou à d'autres journalistes. Et moi aussi, j'ai toujours des questions, mais est-ce que ça va les intéresser? Comment je peux présenter l'histoire? Est-ce que c'est une levée de fonds? Est-ce que c'est un nouveau produit? C'est une startup qui va maintenant attaquer un nouveau pays. Est-ce que ça va intéresser? Est-ce que ça va intéresser ma nièce? Si ma nièce s'intéresse aux startups françaises, est-ce que c'est une startup française qui va en Allemagne? Est-ce que ça va l'intéresser? Est-ce que c'est une startup allemande qui vient en France? Est-ce que ça va l'intéresser? Bonne question. Alors, qu'est-ce qui intéresse une journaliste, Géraldine? Est-ce que tu peux démarrer par là? Alors, c'est vrai que ça, c'est souvent le gros point des relations presse. Effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est d'une part, il y a les choses qui vont intéresser les journalistes, mais nous, on pense surtout à ce qui va intéresser nos lecteurs, parce que c'est quand même pour eux qu'on écrit. Donc effectivement, il faut dissocier ce qui va nous intéresser, nous, qu'on ne va pas forcément exploiter dans un premier temps pour faire un article, mais où c'est toujours bien d'avoir l'info parce que ça permet de nouer une relation avec le journaliste. Et puis des choses, on va dire, un petit peu plus hard news, où là, on va se dire, OK, ça mérite qu'on y consacre un article tout de suite. Donc ça, effectivement, je pense que la meilleure solution finalement pour arriver à trier quand on est entrepreneur, c'est aussi de se mettre à la place des lecteurs et se dire en tant que lecteur, qu'est-ce que moi j'aurais envie de lire. On reçoit beaucoup de communiqués par exemple pour des applications qui sortent des nouvelles versions ou des modifications d'un produit, parfois des nouveaux produits, etc. Je pense qu'il faut se demander effectivement est-ce que en tant que lecteur on aurait envie de lire
des articles et des articles et des articles qui parlent de ça. Je ne suis pas certaine que ça intéresserait tous les entrepreneurs de savoir que telle boîte à côté a sorti sa nouvelle version. Donc c'est vrai que je comprends bien que quand on est entrepreneur, sa boîte c'est son bébé et on a l'impression que c'est forcément une info hyper importante, mais en tant que lecteur, en l'occurrence, je ne suis même pas sûre que vous-même, en quelque sorte, vous y accordiez de l'importance si ce n'était pas votre propre boîte. Donc ça, effectivement, il faut dissocier ça. Après, est-ce que ça veut dire que ça ne mérite pas d'envoyer l'info aux journalistes ? Moi, je fais partie des gens qui se disent il vaut mieux l'envoyer. Nous, en tant que journalistes, ça nous permet aussi de suivre un petit peu les actualités de la boîte. Parfois, on leur dit d'ailleurs aux entrepreneurs en disant « Ok, super, alors là, on ne va pas pouvoir couvrir parce que c'est un petit peu trop précis comme info, mais on est content de savoir que tout se passe bien pour vous. Au contraire, bah, c'est intéressant de voir que là, vous êtes en train de connaître certaines difficultés, mais que vous arrivez à les surmonter. Ça peut faire l'objet d'un sujet un peu plus tard, quoi. » Donc, je pense qu'il faut dissocier les deux entre ce qu'on envoie et ce qu'on attend réellement après comme retombée presse. Mais je pense que ça, on va en parler avec Johanna aussi, de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'une campagne de presse quand on est entrepreneur, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire, dire en tout cas aux participants, Madines écrit sur quoi? Parce que soyons précis. Alors, nous, on va écrire à la fois sur des angles d'actualité. Donc, effectivement, souvent, on nous dit les levées de fonds. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Ça peut être des infos financières, effectivement, des levées de fonds, des exits. Mais ça peut être aussi des infos business. Pour le coup, on en a beaucoup, beaucoup fait, notamment pendant la crise. Des boîtes qui ont pivoté parce qu'elles ont été obligées, que de toute façon la crise avait complètement mis à plat leur premier business model, donc elles ont dû se trouver une side activité pour pouvoir continuer. Ça peut être aussi effectivement le lancement dans un nouveau pays. On ne va pas le couvrir systématiquement. Il y a des boîtes qui se lancent dans beaucoup, beaucoup de pays. On ne va pas faire un article à chaque fois, mais quand c'est des marchés clés sur des activités parfois qu'on n'a pas trop l'habitude de couvrir, on se dit que ça peut être une bonne accroche d'actu pour faire un papier un petit peu plus long aussi sur comment la boîte s'est développée, c'est quoi ce marché exactement, c'est quoi les enjeux du marché. Donc ça nous permet d'élargir un petit peu les horizons à partir d'une actualité précise. Ça, c'est quand même effectivement ce qu'on préfère et je pense globalement ce que tous les journalistes préfèrent, c'est qu'il y ait une actualité. Il y a très peu de médias, Madines le fait un peu, mais il y a très peu de médias qui présentent, on va dire, des entreprises qui n'ont aucune actualité. Alors, c'est là où effectivement, il peut y avoir l'actualité de l'entreprise. J'ai une levée de fonds, je lance un nouveau marché, je recrute 400 personnes. Pour certains médias, c'est une actualité importante. Ça peut être aussi rebondir sur l'actualité plus générale, politique, économique, sociétale. Donc ça, effectivement, il y a plein de sujets qui se passent tous les jours et on voit bien qu'essayer de se raccrocher à des thématiques plus globales d'actualité, bah, ça permet aussi aux boîtes de se démarquer un petit peu de celles qui arrivent simplement en disant « bon bah voilà, moi j'existe ». C'est bien de le savoir, mais c'est pas forcément suffisant pour un journaliste. Et donc les sujets, on va dire, plus généraux de culture d'entreprise, comment souder ses salariés quand ils sont tous en télétravail en ce moment, par exemple. Comment on fait pour que les journalistes nous repèrent quand on a quelque chose à dire sur ce sujet? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est des sujets qu'on prend effectivement aussi régulièrement, qu'il ne faut pas hésiter à proposer. Là, c'est simplement un peu à double tranchant, mais comme pour beaucoup de sujets, il faut vraiment avoir des choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous proposer un sujet assez générique sur comment j'ai consolidé ma culture d'entreprise, c'est bien, mais finalement, j'ai envie de dire quasiment n'importe quel entrepreneur pourrait le proposer. On pourrait prendre n'importe quelle boîte en exemple. Donc, c'est là où il va falloir nous donner un peu des arguments en disant bah, pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous parliez avec moi et pourquoi est-ce qu'il faut que vous parliez de ma boîte et pas d'une autre? Parce que moi, j'ai vraiment des spécificités à mettre en avant. J'ai une boîte avec 56 nationalités. Du coup, forcément, en termes de culture d'entreprise, ça ne va pas du tout être les mêmes défis qu'une boîte qui recrute que des salariés parisiens. Ça peut être ce qu'on appelle des angles en journaliste à mettre en avant en disant « moi, j'ai quelque chose de plus que les autres et je vais pouvoir vous en parler parce que
ça a contribué à créer des frictions ou au contraire, ça a contribué à créer quelque chose de très positif dans ma boîte. J'ai des chiffres éventuellement pour pouvoir étayer ça. Donc ça, c'est toujours apprécié des journalistes, notamment quand on parle d'économie, parce qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu tangible à mettre en avant. Donc ça, effectivement, il ne faut pas hésiter à le faire quand on a des billes pour le faire, j'allais dire. Voilà. Bah, peut-être donner la parole à Johanna qui va nous expliquer, du coup, quand on ne sait pas, quand on n'a pas forcément l'habitude, comment on fait pour se faire accompagner, pour choisir le bon angle, trouver les bons chiffres dont parlait Géraldine à l'instant. Oui, alors en effet, c'est vrai que les chiffres sont quelque chose on le voit, hein, très apprécié par les médias. La façon aussi de pouvoir se différencier par rapport à d'autres structures, d'autres boîtes dans le même secteur ou qui ont la même taille ou le même type d'annonce qu'on peut potentiellement avoir. C'est important d'avoir une vision assez claire et d'avoir discuté déjà entre cofondateurs et au sein de l'équipe, d'avoir une vision assez claire, comme une roadmap en fait, hein, sur même les semaines, les mois, voire l'année qui vient, pour pouvoir ensuite décliner ça et être assez costaud et assez solide finalement quand on va vouloir diffuser, rentrer en contact avec des médias. Ce qu'on peut voir aussi par rapport à ce que tu disais, Géraldine, plus tôt dans la discussion, c'est que quand on contacte plusieurs médias, on peut avoir travaillé des angles différents aussi. Hein. On peut, et je remarque aussi souvent que ça peut être assez intéressant de travailler en particulier sur un sujet avec un média, prendre vraiment de l'avance, travailler avec le journaliste, développer un relationnel et une collaboration sur un sujet précis et décider de donner finalement la place à un média par rapport à l'opposé de envoyer une même information à une série ou à envoyer cette information en masse. Parfois, quand on voit des situations comme ça, on va voir des personnes qui envoient le même communiqué à 50, 200, voire même plus de médias avec finalement aucun retour sur cette campagne. Ce qu'on pourrait recommander dans ces cas-là, c'est plutôt de prendre le temps de bien connaître et bien identifier comment un média couvre tel ou tel sujet, comment même un journaliste en fait va aborder tel ou tel sujet, tel ou tel angle, et cibler aux journalistes près parfois, et en tout cas aux médias près, quel média on va choisir pour relayer l'information. Donc, ça ne va pas forcément être toujours un seul média, ça pourra être plusieurs médias dans le secteur, si c'est une grosse annonce, une grosse actualité. Donc là, on va travailler sur comment orchestrer en fait cette annonce pour que chaque média puisse avoir quelque part quelque chose pour nourrir sa ligne éditoriale, nourrir sa curiosité. Donc, Madines, ça va être une ligne éditoriale spécifique. Après, on va avoir les échos ou un quotidien, ça va être encore un peu différent. On va avoir les radios, les télés. Donc, chercher et nourrir en fait chaque média un peu différemment. Et quand c'est une actualité, on va dire, moins générale, moins forte, ce qui va être, je pense, important, c'est de prendre le temps de construire ce relationnel, donc faire exactement ce que tu disais, Géraldine, c'est-à-dire d'informer régulièrement les médias en fait du développement de son entreprise, de sa boîte, mais sans mettre la pression ou sans relancer, sans attendre forcément et automatiquement une couverture dans la presse. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie en fait identification, donc bien connaître à qui on s'adresse et bien connaître quels sont nos objectifs en tant qu'entreprise ou en tant que RP vis-à-vis du lectorat en fait du média.
Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est bien travailler et bien identifier l'angle qui peut varier d'un média à l'autre. Et l'objectif, en fait, quand on va communiquer avec ce média. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envoyer un email, même personnel, en disant voilà où on en est. On peut accompagner ça ou pas d'un communiqué de presse. Voilà où on en est, voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et ça arrive très régulièrement que quelques semaines, quelques mois après, un journaliste nous recontacte en disant j'ai pensé à vous, je suis en train de monter un sujet sur cette thématique. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ou à donc construire sur cet angle? Et à partir de là, on va travailler et c'est finalement important de ne pas oublier que ce n'est pas nous, les RP ou l'entreprise qui font le sujet, finalement, c'est le journaliste. C'est le métier du journaliste, en fait, de savoir ça. Donc, on ne décide pas à sa place, on ne lui dit pas comment faire son métier, en quelque sorte. Voilà. Et donc, à ce sujet, il y a des petits conseils de base. Peut-être que Géraldine peut en parler parce qu'il y a eu pas mal de communication de la part de Madines ces temps-ci. On ne dit pas, s'il vous plaît, écrivez un article sur ma startup parce que j'ai fait ça, ça, ça. On peut le dire, mais ça a en général très peu d'effet. Voilà, c'est très mal perçu et vous n'êtes pas au service des startups. Non, exactement. Alors, c'est vrai que pour contacter un journaliste, ça paraît souvent assez compliqué du point de vue des entrepreneurs, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. En tout cas, je pense que ça l'est de moins en moins pour beaucoup de journalistes. Effectivement, bah, d'une part, il y a les réseaux sociaux. Alors là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je vais parler dans le cadre d'un ou d'une entrepreneuse qui fonctionnerait tout seul. Parce que c'est souvent comme ça qu'on commence. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de comment choisir finalement qui gère la communication et des différentes options. Mais en tout cas, quand on débute, parce chez Madines, on fonctionne beaucoup avec des boîtes qui sont très early stage, donc on n'a pas forcément beaucoup de moyens à consacrer à la communication et souvent, bah, c'est le fondateur ou la fondatrice qui s'y colle. Donc effectivement, pas hésiter à faire une veille comme le disait Johanna, dans les médias qui vous intéressent, parce que souvent, vous allez repérer des signatures, des gens qui suivent plus régulièrement votre secteur d'activité. Donc ça, c'est toujours bien à repérer dans quelques médias clés, parce que je sais que ça prend du temps. Et après, bah, il y a les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est une mine d'or pour ça. Vous pouvez très facilement envoyer une demande de connexion avec un petit message associé. Ça vous permettra d'avoir un premier contact. Twitter, de plus en plus utilisé, notamment de manière assez open par les journalistes, avec des DM ouverts qui vous permettent de les contacter très directement. Nous, chez Madines, on est beaucoup à avoir notre mail directement en accès libre sur LinkedIn ou sur Twitter, ce qui fait que notre boîte mail est relativement ouverte à toutes et à tous. Donc c'est là aussi où ça vous permet d'avoir ce premier contact. Et effectivement, ensuite, dans la manière de contacter les gens, éviter effectivement le côté j'ai une super info qui va vous intéresser. Tout le monde pense ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais effectivement, simplement vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, que fait votre entreprise, surtout, pour que nous, on puisse savoir aussi un petit peu comment se positionner par rapport à ça. Est-ce que ça rentre ou pas dans notre ligne éditoriale? Et puis, effectivement, pas hésiter ensuite à nous envoyer régulièrement, sans que ça vire au harcèlement, vos actualités, vos news, pour qu'on puisse vous suivre tout au long de votre vie finalement entrepreneuriale. Alors c'est vrai que là aussi, je parle de harcèlement parce que on ne se rend pas forcément compte, mais un journaliste reçoit, nous en tout cas chez Madines, on est entre 300 et 400 mails par jour. On fait du tri évidemment là-dedans, tout ne nous concerne pas, mais imaginez un petit peu le temps que ça prend de traiter simplement nos mails. Je parle même pas d'y répondre parce qu'on a une politique qui est de répondre à tout le monde, même quand le sujet ne nous intéresse pas. Donc ça prend pas mal de temps. Et effectivement, si derrière on nous relance
sur LinkedIn, sur Twitter, parfois un petit texto pour ceux qui ont eu la chance d'avoir notre numéro de téléphone à un moment donné, on se transforme en véritable secrétaire. Donc, c'est hyper chronophage et ça nous prend effectivement pas mal d'énergie aussi. Et du coup, c'est là où finalement, vous avez une politique qui va un peu à rebours de ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous finissez par irriter le journaliste alors que ce que vous voulez, c'est justement arriver à le séduire quelque part. Donc, il vaut mieux éviter ça. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à avoir ce premier contact assez direct, comme tu le disais Isabelle tout à l'heure, parce que c'est ça qui vous permettra aussi de nouer cette relation suivie avec un journaliste. Et ça, c'est vrai que j'insiste beaucoup parce que Johanna a complètement raison là-dessus. En fait, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais vous avez plein d'infos, plein d'actus différentes à mettre en avant auprès de différents médias. Et je pense que trop d'entrepreneurs ont tendance à voir, on va dire, des médias emblématiques et à voir ça comme un objectif en soi d'arriver à avoir un article dans Les Échos, Le Figaro, c'est très bien. Mais il faut quand même savoir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes lecteurs que de la presse professionnelle ou de la presse très ciblée comme peut l'être Madines sur l'écosystème startup. Donc finalement, c'est peut-être plus intéressant en plus pour vous d'arriver à avoir différents articles sur différents angles dans différents médias qui vont avoir des lecteurs eux aussi très différents et du coup vous allez toucher un panel plus varié. Parce qu'en plus, ces médias-là ne vont pas du tout prendre les mêmes sujets. Si vous êtes une start-up dans le tourisme, peut-être qu'effectivement, un angle très marché va vraiment intéresser un média pro, alors qu'une actu plus financière va intéresser, là, effectivement, Les Échos ou Madines ou Le Figaro, quoi. Exactement. On ne peut pas tous faire à la une sur TechCrunch. Madines, French Web, ouais, ok, j'ai une levée, je vais être partout. Non, on démarre tranquillement, on fait ses contacts, on les tient au courant. Voilà. Donc, quand on démarre, c'est l'entrepreneur souvent qui a le contact. Et après, quand on grandit, on se dit, bon, on n'a peut-être pas le temps de suivre ça. Est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un, une agence, un freelance, embaucher quelqu'un en interne? C'est pas évident de choisir. Johanna, est-ce que tu peux nous dire ce que tu conseilles toi habituellement? Oui, alors déjà, ce que je recommande souvent pour une start-up ou pour un entrepreneur qui démarre, c'est effectivement, comme tu disais, Géraldine, c'est souvent de commencer à faire ça soi-même. Et je trouve que c'est effectivement presque un passage obligé, puisque au démarrage, bon, déjà, c'est une question d'organisation, de budget et puis de développement en soi, vraiment de sa boîte. Et on n'aura pas forcément matière à faire des annonces constamment dans toute l'année. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses qu'on peut vraiment faire soi-même. Les journalistes en général sont assez contents aussi d'avoir un accès, de suivre l'actualité en direct via l'entrepreneur ou le fondateur ou la fondatrice. Et par la suite, je dirais pas qu'il y a une seule solution ou une solution qui est mieux pour tout le monde ou moins bien. C'est très varié. Dans certains cas, ça peut être très intéressant d'avoir une agence qui peut-être est spécialisée dans un secteur particulier, qui va être reconnue et appréciée des journalistes qu'on essaye de cibler. On va avoir, grâce à cette agence, si c'est une bonne agence, une façon professionnelle en fait de gérer les relations presse. Et une bonne agence va être un gain de temps et pour le journaliste et pour vous. Donc, ça, finalement, vaut la peine de dédier un budget et on va dire, déléguer cette partie-là à une agence. En général, une agence va accepter de travailler avec vous sur un temps, on va dire, régulier, donc à partir de 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, puisque ces agences-là vont construire un relationnel pour votre
startup ou pour votre structure dans le temps. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Le développement d'un relationnel et de cette phase d'identification par les médias de votre structure. Après, il y a aussi effectivement l'option freelance. L'avantage, on va dire, du freelance va être que potentiellement, ça va être quelqu'un qui va avoir un carnet d'adresses. Si ce carnet d'adresses-là vous correspond et peut vous être utile, vous gagnez du temps. Le freelance va travailler peut-être plus dans le sur-mesure. Donc, si vous avez besoin, vous, de étoffer ou de solidifier une partie de vos relations presse, mais que vous souhaitez en garder, par exemple, le freelance va s'adapter à ça. Si vous avez besoin de revoir vos messages clés ou retravailler une stratégie, ça, c'est des choses qui peuvent être aussi faites vraiment sur mesure. Une agence le fera aussi. Il faut bien savoir cibler en fait vos besoins. Une collaboration avec une agence ou un freelance ou si votre décision va vers prendre quelqu'un à plein temps dans votre startup, une collaboration avec les médias va être assez différente finalement. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de remettre à plat toute votre stratégie ou que quelqu'un vous accompagne même dans la création de cette stratégie RP vraiment depuis la base, c'est-à-dire quels sont vos messages clés, quelle est votre stratégie en termes de relations presse depuis vraiment la création même de cette stratégie. Et il peut y avoir aussi une collaboration qui va soutenir vraiment la diffusion de vos messages, qui va être voilà, plus basée sur le relationnel avec les médias, sur l'orchestration en fait de cette diffusion, et quelque chose qui va être plutôt vers on va dire la fin du cycle des relations avec les médias. Donc ça peut être assez différent, ça peut évoluer aussi dans le temps. Je dirais que mon conseil, si vous souhaitez travailler avec une agence de presse, c'est que vous avez des besoins assez réguliers de communication, des actus et des annonces assez régulières. Vous avez des chiffres, de la data, des infographies, plusieurs porte-paroles qui sont vraiment à dispo pour s'exprimer sur des sujets. Le freelance, ça va être ça peut être sur ces sujets-là aussi. Ça va être peut-être des personnes à qui vous pouvez faire appel de manière plus irrégulière. Voilà, 2-3 fois par an parce que vous avez un besoin sur 1, 2, 3 annonces, 3 sujets ou un peu plus que ça ou un peu moins que ça. Donc plus de flexibilité peut-être qu'une agence de presse. Et puis, si vous êtes en train de réfléchir à prendre quelqu'un in-house, souvent, on va avoir des profils qui gèrent les relations médias, mais qui ont aussi une casquette communication, donc communication interne, qui vont développer, travailler avec les personnes chez vous qui sont porte-parole. Qui vont réfléchir à des idées justement et un suivi de chiffres, de data, de présentation de votre site web, de stratégie sur les réseaux sociaux. Peut-être un angle aussi organisation d'événements qui pourra avoir un rôle peut-être pas relation presse mais relation publique. Donc ce sont des choses qui vont ensemble et on peut avoir pour ma part, en tant que freelance, j'ai des relations aussi professionnelles avec des personnes qui gèrent ces pôles de communication dans une start-up. Donc, je vais faire quelque part vraiment la partie spécialisation en fait sur les médias et soutenir, aider et travailler main dans la main avec une personne qui gère un peu ce pôle communication au sein d'une start-up ou au sein d'un fonds d'investissement.
Ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que l'agence, enfin, donc le consultant qui nous est alloué de l'agence ou le freelance, en fait, ils font partie de l'équipe et qu'il faut les intégrer comme tels. Parce que souvent, ce qu'on reproche aux agences, c'est que ils proposent rien, ils n'ont pas d'idée, il faut que reprendre le contenu qu'on a déjà écrit. Oui, mais il faut aussi bien les briefer et puis les nourrir. Les nourrir régulièrement, comme s'ils étaient dans l'entreprise, faire un point hebdomadaire sur les interviews en cours ou un point peut-être bimensuel, un peu plus précis sur certains sujets. Enfin, tu sais bien ça, Johanna. C'est être informé de comment l'entreprise avance pour pouvoir après envoyer de l'information par ailleurs. Et je me permets de rebondir donc, sur ce que tu as dit par rapport aux relations publiques. Effectivement, selon la start-up, si elle a des intérêts dans l'évolution de la réglementation, par exemple, là, c'est important d'avoir quelqu'un qui fait un peu de relations publiques, mais qui peut aussi faire les relations presse. Les événements, les petits déjeuners quand on n'est pas en temps de Covid, ou les webinars actuellement. C'est aussi des choses qu'on peut intégrer. Et donc, si vous pensez à embaucher quelqu'un, ça peut être un couteau suisse, entre guillemets, au début, mais qui peut aussi avoir le soutien d'un freelance, une freelance ou pas. Alors, on a des questions en cas d'informations importantes. Alors, on parle d'exclus, d'embargo. Donc, je ne sais pas si on pourrait peut-être revenir déjà sur la base, au cas où, juste pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'une exclu? Qu'est-ce qu'un embargo? Est-ce que peut-être Géraldine, tu veux revenir là-dessus? Et après, on verra les conseils. Est-ce qu'il faut plutôt viser une exclue avec un média clé ou un embargo auprès de certains médias? Voilà, il y a la question de préserver le relationnel. Et après, il y a aussi les reprises, parce que si on nous demande de faire ça, c'est que, enfin, il y a aussi combien d'articles vont sortir, est-ce que les articles vont toucher nos cibles? Parce qu'en fait, on nous demande de faire des RP, c'est quand même pour toucher nos cibles business, a priori, d'abord, avant de juste avoir notre nom partout. Donc, revenons déjà sur embargo, exclusivité. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu notre jargon journalistique, mais qui n'est pas forcément très bien compris par tout le monde. C'est normal. Mais donc, une exclusivité, c'est une info que vous n'avez donnée qu'à un seul journaliste, qu'à un seul média, en l'occurrence. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut très, très bien à la fois connaître et choisir la personne à qui vous envoyez l'info. Parce que ça, par exemple, nous, on a le cas chez Madines où on nous dit c'est une proposition d'exclusivité. Très bien, mais effectivement, si le journaliste vous dit non, si vous envoyez l'info à quelqu'un d'autre, c'est déjà plus vraiment une exclusivité. Parce que du coup, ça veut quand même dire qu'il y a d'autres médias qui ont déjà l'info, même s'ils vous ont dit qu'ils n'en feront rien. Donc c'est un peu à double tranchant. Il y a des médias qui fonctionnent je ne vais pas dire qu'avec des exclus, mais qui disent ouvertement, nous, par exemple, les levées de fonds, si ce n'est pas une exclusivité, on ne prend pas. Donc effectivement, il faut avoir ça en tête. Un embargo, ça veut dire que vous envoyez l'info à plusieurs médias, plusieurs journalistes, et que vous leur demandez de ne publier l'info qu'à partir d'un certain jour à une certaine heure, en quelque sorte avec un top départ qui sera donné pour tout le monde en même temps. Donc là aussi, il y a différentes politiques de médias. Il y a des médias qui disent OK, mais qui après brisent les embargos. Il y en a d'autres qui respectent religieusement. Donc ça, il faut vous renseigner un petit peu. En général, c'est assez connu parmi les entrepreneurs. Pour arriver aussi à envoyer l'info à des gens finalement de confiance pour que vous soyez sûr que, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, que votre plan de com foire pas parce que finalement l'info sera publiée 12 heures avant tout le monde, quoi. Et que dans ces cas-là, vous allez avoir tous les coups de fil des autres médias à qui vous avez donné l'info qui vont vous dire attendez, nous on respecte l'embargo et l'info est déjà dehors. Donc voilà pour le vocabulaire. Et après, il y a simplement l'envoi classique. Il y a un article qui est publié où vous avez décidé de sortir l'info sans forcément avoir de priorité média et vous envoyez le communiqué à une heure fixe. Et après, chacun est libre de reprendre ou pas l'info une fois qu'elle est dans les boîtes mail, quasiment. Alors après, est-ce qu'il faut viser une exclue ou pas
Effectivement, ça dépend aussi de l'info que vous avez à donner. Parce que je pense qu'une exclue peut être une bonne option si l'info est vraiment très importante, dans le sens où ça vous permet, vous, de récompenser en quelque sorte une relation de confiance que vous avez avec un média ou un journaliste en général en particulier. Euh, et en même temps, vous vous assurez quand même quasiment que l'info sera reprise ensuite parce que l'info sera suffisamment importante pour mériter des articles dans les médias concurrents. Ça peut être un petit peu compliqué à appréhender. Donc, c'est là où effectivement, être aidé par un pro vous permettra quand même de savoir si l'info sera reprise quand même ou pas par les médias autres que celui à qui vous avez donné l'exclu. Mais effectivement, sur d'autres infos moins importantes, le risque existe que les médias disent ah bah oui, mais il y a déjà 2, 3, 4 articles qui sont sortis. Nous, on va avoir du mal à apporter de l'info supplémentaire vis-à-vis de ce qui a déjà été écrit par les confrères. Bon, bah, dans ces cas-là, vous connaissez ça, mais en termes de SEO, de référencement et puis d'intérêt pour nos lecteurs à nous, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt de refaire un énième article qui sera le même que celui des copains. Donc, dans ces cas-là, on laisse tomber, quoi. L'embargo, effectivement, c'est plutôt une bonne solution, on va dire un petit peu l'entre-deux, parce que vous bossez quand même de manière privilégiée avec plusieurs journalistes. Ça vous permet à la fois de récompenser là aussi ces relations que vous avez nouées. Du côté des journalistes, on préfère toujours parce que ça nous laisse plus de temps pour travailler sur le sujet. Parce que ça, c'est quand même un gros sujet pour nous, le temps consacré à chaque article. On n'a pas tous les mêmes moyens en termes de bras, etc. Donc chez Madines, pour une petite rédaction, entre guillemets, comme la nôtre, plus on a de temps pour se préparer, plus forcément on apprécie. Et de votre côté, ça garantit aussi une forme de qualité au sujet qu'on ne va pas faire en 5 minutes parce qu'on voit qu'il est sorti ailleurs et qu'on va reprendre quelque chose un peu au débeauté, quoi. Donc là, effectivement, l'embargo, avec des médias ciblés, non seulement ça vous permet de prolonger un petit peu ces relations privilégiées, ça vous permet aussi éventuellement de développer des angles différents avec les médias que vous ciblez, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est d'autant plus apprécié des journalistes qu'en plus, ils vont avoir, même si ce sera la même info au départ, mais peut-être un angle d'attaque qui sera différent et qui leur permettra de se différencier et de différencier aussi votre entreprise de ce que va faire le média à côté. Donc pour vous, c'est tout bénef. Et je pense que pour les journalistes, c'est une demi-mesure par rapport à une exclue qu'on n'a pas trop de mal à comprendre si c'est très bien traité. Je pense que c'est plutôt valorisant aussi. Donc effectivement, moi, à titre tout à fait personnel, mais ça n'engage que moi, je ne suis pas une fanatique des exclusivités. Nous, chez Madines, on ne court pas complètement après ça. Parce que effectivement, souvent, c'est des choses qui peuvent se dealer un peu dans l'urgence et qui parfois contribuent pas forcément à faire des articles aussi bons que si on avait pu fonctionner avec un simple embargo, mais où là, on allait avoir plus de temps pour travailler et sur des angles peut-être plus intéressants. Donc, mais ça, c'est un petit peu à la discrétion, j'allais dire, de chaque média, mais c'est là où effectivement il faut avoir cette relation de confiance. Et je le redis sur les embargos aussi, parce que nous, ça nous arrive très régulièrement qu'on nous mette des embargos et qu'en fait, on se rend compte après que les embargos sont cassés par d'autres médias. Je pense que pour vous, entrepreneurs, c'est pas forcément une bonne solution parce que ça vous met quand même des journalistes à dos qui vont pas être ravis d'avoir pas été traités sur un pied d'égalité. Et du point de vue du journaliste, il a un peu l'impression de s'être fait avoir. Donc c'est vrai que c'est non seulement pas très bon en termes de visibilité pour l'article, donc in fine pour vous aussi. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que ça dégrade un peu les relations. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention finalement à qui vous vous adressez pour être sûr de bien goupiller tout ça, quoi. Et dans le b.a.-ba, donc ne pas oublier de mettre bien le jour et l'heure avec le fuseau horaire précis parce qu'on est à l'international, c'est très important pour qu'il n'y ait pas d'erreur de ce côté-là. Johanna, qu'en penses-tu? Embargo, exclu?
Ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant, Géraldine, ce que tu disais. Je te rejoins sur l'efficacité en fait que je trouve à l'embargo, puisque ça permet aux journalistes de s'organiser tout simplement et de bien couvrir le sujet, décider s'il a besoin d'autres informations, de revenir vers euh, la personne, donc l'entrepreneur ou le RP, pour voir si voilà, il y a un autre angle, un angle particulier, un chiffre, plus de détails sur quelque chose, et de construire peut-être un article qui sera plus intéressant pour lui, plus voilà, c'est tout simplement plus intéressant pour tout le monde, pour vous aussi, que le journaliste puisse prendre ce temps-là. En général, c'est bien de prévoir ça en fait dans son planning de diffusion. Et quand on parle de orchestrer en fait une campagne d'annonce, c'est vrai que c'est intéressant de prendre ça en compte. Donc minimum, on va dire 48 heures en fait pour un embargo. Et dans certains cas, si on peut même le faire un peu avant, par exemple, si on est en train de sortir un livre blanc, un rapport ou quelque chose d'un un peu costaud, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de temps même que ça. Et c'est important de le prendre en compte aussi et d'avoir bien ça à l'esprit, parce que quand on se souvient de ce que tu disais, Géraldine, que vous recevez 300, 500 emails par jour, là d'ailleurs, je pense aux emails que tu dois être en train de recevoir. C'est vraiment important de se mettre à la place aussi du journaliste et de se dire est-ce que c'est possible de recevoir un communiqué d'annonce lundi matin et en même temps que tous les emails qui ont été envoyés les jours précédents ou même voilà, dans la matinée, et de s'imaginer en tant que journaliste sortir cette information-là, la capter, d'autant plus si c'est une information importante, et voire d'être frustré parce que cette information-là était dans les 300 ou 500 emails qui arrivent. C'est quand même beaucoup mieux en fait de pouvoir anticiper ça et de rentrer en contact avec le journaliste et de dire voilà l'information, avec en général c'est bien ce que tu disais aussi, Isabelle, de dire très clairement en fait l'heure, le jour, le créneau horaire en rouge en fait, pour que le journaliste puisse quand même ne pas se louper sur l'embargo, et avoir un moment comme ça avec les quelques journalistes, on va dire qu'on privilégie, qui sont importants pour nous, dont on sait, voilà, ils ont l'information, après en font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, mais au moins ils ont ces quelques jours, voire quelques heures dans certains cas, pour préparer l'annonce. Sur l'exclusivité, moi j'aurais tendance à dire que si l'information est un peu faible, on peut essayer de travailler avec un journaliste précisément ou un média précisément, en disant, ben voilà, vous êtes le seul à avoir cette information-là, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on peut construire quelque chose autour de ça, en vous donnant peut-être autant de matière croustillante, on va dire, que possible, pour qu'il puisse en faire un article intéressant pour son lectorat. Mais c'est vrai que quand on dit orchestrer en fait une diffusion, c'est aussi à cause de certains médias qui vont effectivement exiger quelque part, dans certains cas, une exclusivité. Personnellement, c'est pas l'option idéale que je recommanderais. Voilà, je trouve que l'embargo, c'est vraiment quelque chose qui peut provoquer en fait des angles intéressants et plus riches en fait. Merci, Joanna. On a pas mal de questions précises. Je vais juste compléter rapidement parce qu'effectivement, je vois qu'on a d'autres questions qui sont très intéressantes aussi. Sur le temps, effectivement, ça c'est important et c'est très lié aussi à l'exclusivité embargo, parce que souvent, l'exclusivité, vous l'envoyez à un journaliste, il va vous dire non, finalement ça ne m'intéresse pas. Du coup, vous l'envoyez à un deuxième journaliste qui va vous dire non, ça ne m'intéresse pas non plus. Vous l'envoyez à un troisième.
Et c'est là où il faut vraiment se mettre en tête que vous êtes quand même dans une relation de presse, pas simplement un truc un peu prestataire de dire j'ai une info, publie-la. Moi, souvent, je raconte, je dis, c'est comme si vos amis vous envoyaient un texto le vendredi soir à 23h en vous demandant si vous voulez venir déjeuner le samedi midi, parce que finalement, ils ont demandé à 50 personnes qui ne sont pas dispo et que finalement, ça se rabat sur vous, quoi. C'est pas hyper agréable. Donc, c'est là aussi où finalement, quand on nous envoie une news le jeudi à 17h en nous disant on vous propose l'exclu pour le vendredi à 8h, on sent quand même que c'est un peu la solution roue de secours, quoi. Donc c'est là où finalement, il vaut mieux un embargo avec 48 heures, 72 heures pour bien préparer tout ça, quitte à ce que des journaux vous disent, nous, ça ne nous intéresse pas, on ne prendra pas, mais dans le lot, il y a quand même sûrement des gens que ça va intéresser et où, à mon avis, vous avez non seulement l'avantage d'avoir des retombées intéressantes et en plus des relations qui, au mieux, s'enrichissent avec les médias qui vont prendre les infos et au pire du pire, ne se dégradent pas avec ceux qui ne prendront pas l'info, quoi. Donc ça, effectivement, je pense que c'est à bien garder en tête dans le timing. Très bien. Personnellement, je dirais même si vous avez un rapport ou une étude, quelque chose que vous savez que vous allez sortir, ok, telle date, le 20 novembre, vous pouvez même prévenir vos journalistes avec lesquels vous avez de très bonnes relations, leur dire écoute, ça va sortir telle date, je pourrais te l'envoyer à peu près à telle date, voilà, pour dire aussi qu'ils puissent s'organiser. Et puis, c'est toujours, Géraldine l'a dit très bien, vu le nombre de mails qui arrivent tous les jours, c'est difficile de faire le tri. Alors, il y a des questions. Alors déjà, la question, faut-il envoyer les dossiers de presse par mail ou par courrier? Bon, moi, Géraldine a dit le mail, les DM, Twitter, LinkedIn, enfin, en tout cas pour les premières mises en relation. Effectivement, les mails. Voilà, Surtout en temps de Covid, les journalistes ne vont plus être beaucoup au bureau. Donc, je pense que le courrier, c'est vraiment à proscrire pour des raisons écologiques, économiques pour vous et pratiques. Voilà, donc on privilégie l'email. Ensuite, les règles en termes de mise en forme des communiqués. Ah oui, alors le PDF en pièce jointe. Le PDF, on a bien mis, on a mis des photos, on a demandé une super belle mise en forme et on l'a envoyé en pièce jointe. Ou juste copier-coller du texte dans le corps de l'email avec un lien extérieur pour télécharger éventuellement des photos, des vidéos, ce que vous avez. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Alors, des règles absolues, il n'y en a pas énormément. Moi, je dirais effectivement, quand ça passe par mail, déjà, avant même le communiqué, éventuellement en pièce jointe, en PDF, etc., avoir l'info essentielle dans le corps du mail. Avec 300 ou 400 mails par jour, on ne peut pas ouvrir toutes les pièces jointes. Donc effectivement, si vous nous mettez déjà dans un petit paragraphe de 3-4 lignes l'info essentielle pour que nous, on puisse dire en quelque sorte, on prend pas, ça nous intéresse pas, ça nous fait gagner un temps monstre et c'est hyper précieux pour vous qu'on arrive déjà jusqu'à cette étape-là. Après, effectivement, pour les communiqués dossiers de presse, je dirais plutôt, effectivement, format PDF, super, parce que ça nous permet de pouvoir annoter directement le document. Une page max, là aussi, pour des raisons de temps, parce que les dossiers de presse de 6 ou 7 pages, franchement, c'est une galère. Même si je sais que l'entrepreneur, en plus, il a passé beaucoup de temps avec des photos, de la mise en page, etc., mais c'est pas forcément très rentable. Bien relire les fautes d'orthographe, etc., c'est juste que ça fait pas très sérieux. Donc, s'il y en a vraiment beaucoup, il y a un moment où ça va quand même arrêter la lecture et ça va poser la question de la crédibilité de la boîte. Donc, ça, faites bien relire effectivement vos communications et une hiérarchie des infos. Toujours commencer par l'actualité ou, par exemple, si c'est un CP de présentation de votre boîte, il faut vraiment que dans les 4-5 premières lignes, en tout cas dans le premier paragraphe, on ait compris ce que vous faites, parce que ça paraît un peu basique, mais il y a plein de communiqués où j'arrive à la fin de la page et je ne sais toujours pas précisément définir ce que fait la boîte. Ni le business model, ni l'activité. Il y a beaucoup de grands termes très ronflants, mais je n'ai pas de concret, quoi. Donc ça, effectivement, c'est essentiel pour que nous, on puisse prendre la mesure très rapidement de ce que vous faites et éventuellement qu'on puisse voir si ça peut se rattacher à tel ou tel sujet qu'on est peut-être en train de traiter, quoi.
Ok, super. Johanna, est-ce que tu as quelque chose à dire, notamment sur peut-être en plus du texte, hein, ce qui est sympa d'envoyer Oui, alors j'aime beaucoup quand tu dis que, Géraldine, que tu apprécies quand on te permet de gagner du temps. Et je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête, se mettre à la place et dire, bon, si j'étais à la place, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Donc c'est vrai que une page maximum, ça, c'est sûr que c'est un format qui marche. Des liens qui permettent facilement de cliquer dessus et d'arriver à une page, un site, un document propre et très clair, à jour aussi. Très important d'avoir son site internet à jour, les réseaux sociaux, si vous en avez, de les entretenir pour que il n'y ait pas des choses anciennes d'il y a 6 mois ou 1 an, parce que ça arrive. Et puis, imaginez un journaliste qui souhaite ou pas utiliser des visuels. Donc ça peut être intéressant aussi de les envoyer par la même occasion. Je trouve que c'est aussi très juste ce que tu dis, Géraldine, et éviter en fait de partir dans trop d'informations un peu abstraites et rester dans le factuel. Donc avec des chiffres clés qui sont vérifiés, si possible mettre la source. Le à propos aussi, ça paraît un peu bête, mais un bon à propos, c'est-à-dire que c'est un paragraphe qu'on met à la fin d'un communiqué de presse qui va reprendre en quelques lignes en fait ce que fait l'entreprise, les informations importantes sur si vous êtes présent dans différents pays, qui sont les fondateurs, les cofondateurs, ce genre d'informations très très factuelles qui va gagner du temps et qui est une information officielle en fait sur votre boîte. Ça c'est important. Après, bien hiérarchiser l'information, c'est sûr. Donc commencer par vraiment l'actu tout en haut et dérouler avec ce pourquoi on fait cette annonce, développer un petit peu, pourquoi pas avec 1 à 2 citations qui peuvent potentiellement être utilisées ou intéressantes pour le journaliste. Mais ne pas aller beaucoup plus dans le détail. Si le journaliste a besoin de plus de détails, il ira faire ses propres recherches ou il viendra vous demander, vous poser la question. Important aussi, je pense que, et je ne sais pas si Géraldine, tu as un avis là-dessus, mais dans le titre en fait, de l'email, c'est vrai que ça joue aussi. Si c'est un embargo, s'il y a une deadline, une date limite, je pense que c'est intéressant de le préciser puisque ça alerte en fait le journaliste. Il ne peut pas laisser ça de côté ou alors bien dire que c'est un embargo. Donc commencer le titre en mettant embargo 2 points. Puisque ça passera le message que ouais, je vais avoir le temps de traiter cette information-là. Et ensuite, en général, bien réfléchir au titre aussi, pas partir trop dans des buzzwords ou des choses que peut-être le journaliste dont le journaliste va peut-être se méfier. Donc le Uber 2 ou voilà, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Mais classique. La start-up qui révolutionne, etc. Il faut s'imaginer être un parmi 50. Voilà. Donc restez authentique et restez vous-même en fait. Bah, ça, effectivement, pour 3 petits hacks à ce niveau-là. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, le Uber dû, le Airbnb dû, etc. Moi, j'ai 2 réticences là-dessus. D'une part, c'est une formule qu'on a beaucoup vue. Donc, il faut que ce soit hyper parlant. Moi, j'ai vu des trucs absolument délirants. Le Uber des devoirs, moi, personnellement, ça ne me parle pas. Quand vous me dites le Uber des devoirs, je ne visualise pas votre activité. Donc, finalement, est-ce que c'est une bonne formule ? Pas sûr que ça soit vraiment très efficace auprès des journalistes. Et en plus, il faut aussi faire attention quand vous utilisez le Uber, le Airbnb, etc., à tout ce que ça véhicule comme culture d'entreprise derrière. Uber, c'est plus le Uber d'il y a 7-8 ans qui était l'entreprise sexy par excellence. Il y a eu pas mal de procès, etc., en cours. Airbnb, avec les problèmes qu'on connaît à Paris et plus généralement en France et dans les grandes capitales,
faut que vous soyez prêt à assumer en quelque sorte cette image-là aussi si on commence à vous poser des questions là-dessus. Donc vraiment attention à ces formules-là. Dans la présentation de votre mail aussi, on voit souvent des entrepreneurs qui nous mettent des liens vers des articles qui ont déjà été publiés chez des concurrents. Ça dépend un peu des journalistes. En général, c'est pas forcément très apprécié et c'est pas forcément très valorisant pour vous auprès d'un journaliste qui n'a pas encore écrit sur votre sujet, parce que ça lui donne un peu le sentiment d'arriver après tout le monde et du coup de se dire est-ce que moi j'ai quelque chose à ajouter? Non. Du coup, comme il a déjà eu des retombées presse, ça sert à rien que je m'intéresse à son entreprise, en tout cas à ce moment-là de sa communication. Donc ça, effectivement, faire un petit peu attention à ça. Et quand vous commencez à avoir une équipe, pas mal d'actualités, que ce soit des levées de fonds, des actus business, des lancements de produits, etc. Pensez peut-être à faire un petit espace presse sur votre site avec une photo d'équipe, avec votre logo. C'est des choses qui sont appréciées, très appréciées par les journalistes, là aussi, parce que ça nous fait gagner du temps. Si on fait un article sur votre boîte, on sait qu'on a juste à aller télécharger une photo d'équipe à jour sur votre site, plutôt que de passer 4 boucles de mail à vous en demander une, oui, mais elle n'est plus à jour, le temps que vous la fassiez, etc. quoi. Donc ça à préparer avant, effectivement, et à mettre déjà sur le site avec le lien. Dans l'idéal, c'est dans le mail, le lien, ici, télécharger les photos. Directement, vous pouvez les télécharger avec un format quand même, voilà, des images, des photos quand même assez grandes, hein, parce que si elles sont trop petites, mauvaise résolution, voilà. Voilà. Et puis le logo, les infos, la date de la création, le nom des fondateurs, tout ça, les infos de base sur une startup. Concrètement, quel est le meilleur procès pour proposer un embargo? Donc, est-ce qu'on envoie directement l'email avec le communiqué ou est-ce qu'on demande bonjour, est-ce que vous voulez prendre notre embargo et on envoie le communiqué après? Qu'est-ce que tu conseillerais, Géraldine? Alors moi, je conseille toujours d'être le plus efficient possible, c'est-à-dire que si je peux avoir un mail avec toutes les infos, donc on me donne quelle est l'info, quelle est la date et l'heure de l'embargo, moi, ça me permet de me positionner très rapidement. Okay. Ça se fait de plus en plus. Parce que tu es une journaliste efficace et sur qui on peut compter qu'il ne va pas briser un embargo. Et si on te connaît, on sait ça. Mais si on ne connaît pas le journaliste, voilà. Ça, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que ça se fait de plus en plus d'envoyer un premier mail pour dire j'ai une annonce sans forcément qu'on sache de quoi il s'agit exactement, sous embargo, est-ce que ça vous intéresse? Je trouve quand même que c'est un peu une perte de temps parce que souvent on avance un peu sur des œufs, du coup on ne sait pas exactement est-ce que c'est une annonce corporate, est-ce que c'est une levée de fonds, est-ce que c'est quelqu'un qui rejoint la direction par exemple, etc. Et le problème c'est que sans l'info, je pense que très rares sont les journalistes qui vont se positionner en disant go, par principe je couvrirai quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux, et c'est là où le ciblage des journalistes à qui vous envoyez l'info va être essentiel, mais je pense qu'il vaut mieux bien cibler au départ, mais donner toutes les infos pour un embargo, plutôt que de faire plusieurs mails, parce que le risque, c'est qu'à chaque mail, vous ayez un peu plus de déperdition. C'est pas sûr que les journalistes lisent tous vos mails et vous répondent en vous disant oui, je suis intéressée, mais de quoi il s'agit? Après, il faut savoir qu'il y a souvent des discussions au sein de la rédaction. Donc moi, quand on m'envoie enfin, entre guillemets, l'info, je passe à mon red chef, etc., en me disant ok, moi je pense que ça vaut un sujet, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le coup que je me mette 2 heures sur ce sujet-là, etc. Donc il y a aussi des boucles de mails internes que vous ne voyez pas forcément, mais ça prend là encore du temps. Donc c'est là où effectivement je me dis autant réduire au strict nécessaire le temps que vous demandez aux journalistes en quelque sorte pour pouvoir avoir toutes les infos. Et la question de la date, parce que vous ne pouvez pas savoir si le jour où vous voulez faire votre annonce, il y a une start-up qui va annoncer qu'elle a levé 200 millions et vous, à côté, vous ne passez pas. C'est effectivement le jeu. On l'a vu hier avec une énorme levée à 300 millions et à côté des boîtes qui levaient 30 millions. Donc c'est quand même déjà des belles levées. Mais ça, c'est sûr qu'à moins que vous passiez par exemple par une agence qui, par le plus grand des hasards, a les 2 entreprises dans la même agence et va peut-être essayer de vous dire on va peut-être décaler de 2-3 jours. Ça, pour le coup, c'est un petit peu c'est le hasard, quoi. C'est la réalité du… Oui, c'est ça. Sur ce que tu disais, Géraldine, sur le fait d'envoyer directement toutes les informations, c'est vrai qu'à partir du moment où on a une relation de confiance avec un journaliste ou
on est en train de créer ce relationnel et qu'on veut communiquer, ça dessert la cause d'être un peu timide sur les informations qu'on va vouloir diffuser ou de le faire trop au compte-gouttes. En revanche, dans certains cas, par exemple, dans le cas que tu citais, Isabelle, d'un rapport ou d'un livre blanc qui va sortir le 20 novembre, par exemple, quand on sait à peu près, quand on sait la date de diffusion et à peu près quand on aura le rapport, ça peut valoir le coup de dire, voilà, nous, on va sortir ça à ce moment-là. Je pense que je vais pouvoir te le diffuser à telle date. Et dès lors qu'on commence à avoir des informations, si malheureusement on a un délai, parce que ça peut arriver, un délai dans la validation d'un communiqué, par exemple, et qu'on sent que ça va être un peu juste, si on a les informations à l'oral ou de manière informelle, on dit voilà, il va y avoir telle levée, tel montant avec telle personne. Voilà la date à laquelle je vais pouvoir t'envoyer l'embargo. Dans ces cas-là, je pense que ça peut être utile. Si jamais on est dans la situation d'un rapport ou d'un livre blanc, donc quelque chose d'assez dense, assez conséquent, on peut quand même prévenir à l'avance, puisque ça peut faire l'objet d'un sujet, d'un dossier un peu plus conséquent. Et parfois même, dans certains cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Géraldine, mais on peut, quand il y a autant d'avance, se mettre d'accord même avec le média sur une date qui peut être pas mal pour le média aussi. Se dire, bah voilà, nous, on va diffuser cette semaine-là, peut-être qu'il y a un jour qui t'arrange et on fait une véritable collaboration en fait. Ouais, ça, c'est pas valable uniquement pour les rapports et les livres blancs, hein, même pour d'autres annonces, hein, quand on a une bonne relation. Enfin, voilà, la bonne relation, la confiance. Et même si le rapport, par exemple, n'est pas tout à fait mis en page, ou le communiqué de presse pas tout à fait validé, voilà, donner les infos clés, ça permet aussi peut-être d'avoir un interview en fait, avant. Et donc, pour le journaliste, ben, ça fera vraiment quelque chose de différent des autres médias, ça c'est sûr. Hein. C'est aussi ce que j'allais dire, c'est que ça dépend aussi de votre propre disponibilité, parce que quand vous nous donnez par exemple une levée de fonds 48 heures avant avec un embargo à 48 heures, il faut quand même savoir que si vous voulez un article qui soit autre chose que juste de la reprise de votre CP, ce qui est quand même toujours plus intéressant et pour le média et pour vous, ça veut dire que si le journaliste vous dit « Ah ok, super, du coup, est-ce que vous êtes dispo dans 2 heures pour une interview ?» Il ne va pas falloir trop vous étonner parce que le temps est tellement réduit, entre guillemets, qu'il suffit que le journaliste, le lendemain, il ait un déplacement à droite à gauche, un reportage, une journée de conf de presse avec des interviews déjà calées, que ça va réduire d'autant le temps qu'il aura pour préparer votre sujet à vous, quoi. Donc c'est là où effectivement, plus vous donnez les infos tardivement par rapport à la date, plus il va falloir que vous soyez disponible de votre côté si vous avez besoin de caler des interviews, etc. quoi. Et pour les grosses annonces, moi je conseille, donc même si on a auparavant, avant le jour de l'annonce, prévu déjà des interviews calées à l'avance tranquillement, très bien, le jour de l'annonce, il faut que le porte-parole soit disponible, lui prévoir des créneaux dans son agenda, des créneaux réservés pour parler aux journalistes, parce que sinon vous allez être embêté, il sera en meeting, il ne pourra pas répondre. Voilà. Et si vous avez plusieurs porte-paroles, bien savoir qui va parler quand ou à quel média, parce qu'il connaît déjà ce média ou il connaît déjà bien le journaliste. Voilà, faire bien attention. On a une question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'être présent ou privilégier certains réseaux sociaux? De mon côté, moi je dirais c'est pas obligatoire, mais ce serait bien d'être au moins sur LinkedIn en tant qu'entreprise. Les fondateurs aussi, j'imagine qu'ils sont déjà dessus. Twitter et Facebook, ça dépend en fait de votre activité et puis aussi de votre capacité à pouvoir les mettre à jour. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire qu'un Twitter où il n'y a pas de news depuis un an. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Johanna et Géraldine? Ouais, je pense que tu as tout à fait bien répondu. Ça dépend beaucoup de l'activité. Nous, on voit même passer des boîtes
qui parfois ont déjà levé plusieurs millions, qui n'ont même pas de site web, par exemple dans le cadre des biotech. C'est des entreprises avec beaucoup de R&D où il n'y a pas du tout besoin de communication extérieure. Tout se fait en B2B, etc., avec des cycles de développement très longs. Elles n'ont pas de temps à consacrer à ça. Ça se conçoit. Il y a pas de... On ne va pas se dire c'est bizarre qu'il ne soit pas sur Facebook. À côté de ça, si effectivement vous êtes un réseau social, je ne sais pas, pour la culture d'entreprise, etc., et que vous-même, vous n'avez pas de réseaux sociaux, on va peut-être se poser la question. Si vous avez une activité e-commerce avec la nécessité d'avoir une base d'utilisateurs très large, là, on va forcément se poser un peu la question. Mais effectivement, je te rejoins complètement, Isabelle. Si vous vous lancez là-dedans, il faut pouvoir les mettre à jour à peu près régulièrement, parce que si on voit que vous n'avez rien posté depuis 2018, pour moi, ça m'envoie le signal que l'entreprise, elle est morte, en fait. Donc c'est pas forcément très positif. Mais effectivement, un petit profil LinkedIn, on va dire que c'est un peu le minimum, et je pense que pour vous, ce sera plus simple aussi pour nouer des contacts, que ce soit business ou RP, ça peut être une bonne chose. Ok. En préparant le talk, on avait parlé aussi des influenceurs. Donc, je ne sais pas si parmi les auditeurs, on a des personnes qui sont dans le B2C. Effectivement, est-ce qu'il faut payer un influenceur ou faire des RP? Johanna, tu avais quelque chose à dire, je crois, à ce sujet. Ça peut être intéressant si c'est effectivement dans le B2C et si c'est quelque chose qui peut vraiment coller avec votre identité. Ouais, tout à fait. Ça peut être quelque chose à tester en tout cas. Et ce ne sera pas du tout la même façon de fonctionner ou la même chose qu'avec un média plutôt business et l'objectif ne sera pas le même. Voilà. Donc tout dépend de la situation, tout dépend de votre entreprise. C'est un peu le mot-clé. Ouais, complètement. Ce que vous cherchez, l'influenceur va être une caution auprès d'autres potentiels utilisateurs. Quand effectivement, je pense qu'un article dans un média va vous apporter une certaine crédibilité, notamment au sein d'un écosystème, auprès d'investisseurs, par exemple aussi. Donc, ça ne va pas du tout être les mêmes cibles en termes de communication, et c'est là où il n'y a pas non plus le même temps ou le même budget à y consacrer, mais donc on ne peut pas mettre ça sur le même plan, même si effectivement les deux peuvent très bien fonctionner ensemble pour pouvoir arriver à cibler le plus de monde possible, quoi. Ou pour de la visibilité, en fait. Voilà, influenceurs et médias, c'est de la visibilité, mais c'est également de la crédibilité auprès d'investisseurs potentiels. Je vais quand même faire une petite remarque sur les levées de fonds. Quand vous êtes une startup et que vous annoncez votre levée, vous avez plusieurs investisseurs et qui veulent tous mettre leur citation et leur boilerplate. Et du coup, le CP, il fait 3 pages. Moi, je dis aux startups, c'est à vous de décider. Voilà, on prend le lead investor qui a sa citation à la limite, et les autres, vous leur expliquez gentiment que, écoutez, vous pouvez faire votre communiqué de votre côté, mais dans le communiqué de la startup, on ne mettra que le lead investor. Je ne sais pas si Johanna, tu penses pareil, mais pour moi, c'est la startup qui décide. Hein. Oui, c'est la startup qui décide. Après, ça dépend aussi. Certains souhaitent plus ou moins en fait s'exprimer ou faire une citation. Donc, c'est aussi par rapport à ça. Il faut, dans le cas où plusieurs personnes sont citées ou plusieurs boîtes sont citées, il faut bien le valider. Hein. Ça, c'est important. Après, oui, on peut avoir effectivement des histoires un peu de politique, on va dire, ou de diplomatie à gérer. Ça dessert potentiellement la cause, effectivement, s'il y a des tartines de citations, puisque en plus, ces citations-là sont plus ou moins reprises. Hein, c'est absolument pas automatique. Hein, voilà. Donc, il faut que la citation serve quand même le message. Parce que même si c'est pas repris, peut-être que cette citation va passer un message clé ou le message clé ou développer en fait sur l'annonce. Donc oui, ça peut être utile, mais pas forcément incontournable. Et je pense qu'effectivement, oui, se limiter à 1 voire 2 citations au grand max, ce serait ma recommandation. Ouais. Ça peut être une citation d'un client aussi, pardon.
Oui, 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 tout à fait. Ça peut être effectivement une citation d'un client, mais il faut que, avant tout, je pense qu'il faut que ça serve le, le communiqué, l'annonce et que ce soit utile pour Le message. ouais, c'est ça pour le journaliste. C'est pas malheureusement, on est parfois dans des cas où c'est l'ego en fait des uns et des autres qui rentre en cause, mais ça, on va le sentir directement sur les retombées. Hein. Donc, c'est aussi pour ça parfois que c'est intéressant de travailler avec un pro, puisque ça vous évite vous à avoir ce rôle-là. C'est nous qui allons avoir ce mauvais rôle entre guillemets, mais en fait, on va protéger autant que possible le journaliste et votre annonce. Même si parfois, on va vous dire des choses qui ne vont pas forcément être évidentes à entendre. Oui, effectivement, je rejoins complètement Johanna là-dessus. Nous, par exemple, les citations de levée, on les utilise quand elles apportent, par exemple, un éclairage marché. Et effectivement, là, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs citations. Si vous avez, par exemple, autour de table, un investisseur qui est très sectoriel, qui va pouvoir avoir une citation qui va bien résumer les enjeux d'un marché. Et par exemple, si vous avez fait rentrer un investisseur plus international dans l'idée de vous développer dans un marché très spécifique qui va être clé pour votre business et où lui va pouvoir en une phrase dire bah, finalement pourquoi est-ce qu'il va pouvoir vous accompagner sur cette step-là, quoi. Mais c'est vrai que souvent on voit des tartines de citations pour dire l'entreprise est géniale, les fondateurs sont super, on adore ce qu'ils font, on est super content qu'ils soient dans notre portefeuille. Ça fait plaisir à tout le monde, mais alors ça, pour un journaliste, c'est absolument inutile et clairement, on ne le reprendra pas dans un article. Donc c'est vrai que finalement, c'est là où il y a un peu de diplomatie. Et effectivement, ça, on n'en a pas forcément parlé, mais je rejoins complètement Johanna là-dessus. C'est là aussi où il faut que si vous passez par un professionnel, vous lui fassiez entièrement confiance. C'est un métier, les RP, même si au début, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. À partir du moment où vous allez chercher cette expertise-là, il faut aussi que vous ayez conscience qu'il va vous dire des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais s'il vous le dit, normalement, c'est pour votre bien. Donc c'est là où ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut bien choisir le pro à qui vous vous adressez. N'hésitez pas à demander des références de ses précédents clients, par exemple, à demander conseil à d'autres entrepreneurs. Avec qui est-ce que vous avez travaillé, que vous pourriez me recommander, pour quelles raisons parce que souvent, ça se concentre beaucoup, beaucoup sur les KPIs. Combien vous avez eu de retombées presse? Est-ce que ça vaut le coup de passer par telle ou telle agence? Mais au-delà du nombre de retombées, du nombre d'articles, etc., il y a vraiment cette relation-là que vous avez avec le pro. Vous allez lui confier des infos hyper confidentielles sur votre boîte. Donc, il faut que vous soyez à l'aise avec cette personne-là, quoi. Et sur les KPI, si je puis me permettre, bon, le nombre de retombées, si c'est un média, même pas un média, un site qui reprend des communiqués tels quels, ça vous apporte rien en fait à la startup. Donc peut-être aussi cibler. Quand on dit cibler les médias et cibler les journalistes, c'est pour que ça vous apporte quelque chose. Ça, c'est un gros problème. On l'entend souvent dans les ateliers RP, mais les entrepreneurs qui demandent combien je peux demander de retombées presse à mon agence ou à mon freelance. Il n'y a pas de bonne réponse parce que vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et lui dire il me faudrait, j'ai une annonce à faire dans 2 semaines et j'aimerais 6 articles dont les Échos et le Figaro, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle. Si la relation ne s'est pas nouée en amont, effectivement, alors comme disait Johanna, il y a des freelances qui vont avoir les bons contacts et des contacts très suivis avec les journalistes. Vous allez pouvoir capitaliser là-dessus, mais il n'y a rien d'automatique. C'est pas parce que lui a ces contacts-là qu'à ce moment-là, ça va intéresser le journaliste qui aura peut-être plein d'autres infos à traiter et pas le temps. Donc c'est là où il faut vraiment se mettre en tête que c'est une relation au moins sur le moyen terme, voire sur le long terme. Et où après, effectivement, au niveau des KPIs, ça va plus être des choses, là aussi, à définir mois par mois, mais en termes, effectivement, de contacts pris, éventuellement de rencontres, qui ne vont pas forcément déboucher tout de suite sur des articles, mais qui vont, vous aussi, à titre personnel de fondateur, pouvoir vous donner l'occasion de nouer ces relations-là. Et au fur et à mesure, effectivement, le professionnel va pouvoir tisser ses liens et sa toile en quelque sorte pour pouvoir activer plus rapidement les journalistes au moment où il y aura vraiment une actu, quoi.
Tout à fait. C'est exactement ça. Je crois qu'on a fini avec les questions et on a dépassé le temps parce qu'on pourrait en parler des heures, évidemment. Est-ce qu'il y a encore des questions qui vous pouvez les poser de façon anonyme si besoin? Non? Bon, sinon, j'imagine que les DM sont ouvertes, Géraldine et Johanna, en cas de besoin. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, très clair. Oui, ah oui, comme a dit Sandra tout à l'heure, la confiance est clé, en effet. C'est ce qu'on va retenir, je pense. La confiance est un élément clé. Merci Johanna, merci Géraldine. Merci à vous surtout. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était très bien et puis on espère recevoir vos communiqués de presse et vos infos très vite. Très bien, on mettra un petit compte rendu sur le site internet du Partech Shaker et on mettra le lien. Géraldine, tu m'avais dit les articles sur Madines qui sont spécifiques aux relations presse qui vous remettront un peu les conseils clés. Ouais, donc on mettra ça en ligne. Et on a même un petit PowerPoint, je crois, sur la question qui pourra vous être bien utile, notamment si vous êtes tout seul ou toute seule. C'est des bonnes bases, on va dire. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Moi aussi, à votre dispo si besoin. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.